Bonjour, je suis Véronique Mangold, guide conférencière à Dijon, ville d'art et d'histoire. Bienvenue dans ce lieu insolite. Je vous convie à une balade qui va nous mener de la place Wilson. On va traverser les allées du parc, le parc de la Colombière pour aboutir ici, dans ce lieu que vous allez découvrir avec nous. Lorsque le prince de Condé aménage le parc de la Colombière en 1672, il permet aux Dijonnais de pouvoir y accéder. Et donc la ville de Dijon, pour permettre aux Dijonnais d'accéder à ce parc et de sortir de leur ville fortifiée, qui était derrière moi, va tracer cette grande allée. Alors elle va couper tout droit, pour qu'elle soit parfaitement dans l'axe de l'entrée, sans se soucier des limites de propriété. Et pour magnifier, pour théâtraliser l'entrée de ces allées, elle va demander à Jean Dubois, sculpteur de l'époque, d'aménager ces deux piliers décoratifs. Il faut dire qu'à l'époque, on était complètement à la campagne. Donc passé ces piliers, on rentre dans un espace clos, une belle promenade aménagée. L'actuelle place Wilson, c'était un boulevard, traduisait une tour défensive. Et puis après, on avait une porte d'entrée, la porte Saint-Pierre, qui était une porte fortifiée, entourée de deux tours. Au XVIIIe siècle, cette porte fortifiée, elle va être abattue puisque Dijon n'a plus besoin de ses remparts et remplacée par deux piliers décoratifs dont l'un subsiste encore à la fin de la rue Chabot-Charny. On va traverser ce vaste rond-point pour accéder à la place Wilson qui a complètement perdu son caractère défensif. En fait, elle est à l'image de la vie quotidienne qui s'améliore grandement à partir du XIXe siècle. Les Dijonnais, pour accéder au parc de la Colombière et aux allées du parc, devaient traverser le boulevard, emprunter un chemin coudé. Donc en 1826, on se décide à abattre ce boulevard et Henri d'Arcy, dans l'espace ainsi créé, il va proposer d'y créer cette place d'agrément. En 1841, on inaugure ce jet d'eau qui fait 26 mètres de diamètre avec 17 points de jet et parfois le jet d'eau peut aller jusqu'à 13 mètres. En aménageant cette place, on laisse quand même un espace pour l'église Saint-Pierre qui est construit entre 1853 et 1858. Et puis puisque nous sommes toujours dans l'ère des loisirs, l'ère de l'agrément, eh bien on construit ce kiosque où sans doute beaucoup de Dijonnais aimaient aller écouter de la musique et voir danser. Pour magnifier l'entrée de la place Wilson, on va construire ces deux bâtiments d'angle avec deux frises. Sur celui de droite, on voit une femme vêtue à l'antique, assez élégante, et qui représente les arts, la philosophie. Donc c'est le Dijon des arts et des belles lettres. Et sur l'autre, une femme un petit peu plus robuste, qui représente la Bourgogne rurale, avec des pamphes, des grains de blé, des grains de raisin. On veut vraiment illustrer les deux aspects phares de la Bourgogne, les arts, les belles lettres, mais aussi toute son activité agricole. Dès leur construction, ces allées sont vraiment conçues pour être des lieux de promenade pour les Dijonnais. Il faut donc imaginer, en 1672, l'aménagement d'une allée centrale bordée de deux fossés qui l'isolaient complètement du reste des autres rues. Et on ne pouvait n'y pénétrer que par cette porte monumentale qui était entourée de grilles. Au début du XIXe siècle, quelques habitants souhaitent construire le long des allées et ils jettent des ponts qui permettaient de franchir les fossés et avoir un accès direct sur l'allée. Alors la ville va tolérer ces aménagements. En 1867, une réflexion se fait en disant que si on laisse cette tolérance, on pourrait aboutir à une urbanisation complètement désordonnée et complètement hétéroclite. Et le rapport Laval, c'est un conseiller municipal qui va faire ce rapport, veut favoriser une urbanisation de qualité et donc l'implantation de somptueuses villas. Il faut dire qu'à ce moment-là, après 1850-1860, Dijon est en plein développement. Le canal de Bourgogne est terminé en 1832, le chemin de fer est terminé en 1855, des industries s'y implantent et de plus en plus les entrepreneurs n'habitent plus sur le lieu d'entreprise. Ils préfèrent avoir une résidence beaucoup plus confortable à l'écart de la ville et les allées du parc s'y prêtaient parfaitement. Cette belle perspective qui faisait l'admiration de Louis XIV va être coupée après les aménagements de 1867 puisqu'on va y mettre un jet d'eau. Après la Première Guerre mondiale, la ville de Dijon veut honorer les morts tués au combat et veut implanter un monument aux morts. Le choix va se porter sur l'ancien jet d'eau. On va faire appel à 4 sculpteurs, Piron, Gasque,
Dampt et Bouchard. Ils sont, pour 3 d'entre eux, en tout cas dijonnais, mais tous les 4, ils sont prix de Rome. Et chacun d'entre eux va pouvoir prendre en charge une partie de ce monument. Le général de Gaulle est venu ici se recueillir sur ce monument. Lorsqu'il décède en 1969, la ville de Dijon a envie de l'honorer. Et on veut lui donner son nom à une des artères de Dijon. Et puis le choix se porte sur une partie des allées du parc. Et donc la partie qui part de Place Wilson jusqu'au monument aux morts portera désormais le nom de Cours Général de Gaulle. Par la suite, on donnera aussi à ce rond-point le nom d'Edmond Michelet, un résistant mort en déportation. Alors on quitte le monument aux morts pour se rapprocher de la piscine du Carrousel. Savez-vous pourquoi elle porte ce nom? En 1876, on organise une vaste parade militaire qu'on avait appelée le Carrousel. Et cette fête a eu un tel succès et a tellement marqué le Dijonnais que du coup elle a donné le nom à ce lieu. Lorsqu'une piscine est aménagée, elle va s'appeler la piscine du Carrousel. Et lorsqu'on refait encore une autre piscine inaugurée récemment, elle s'appellera toujours la piscine du Carrousel. On va continuer notre chemin jusqu'à l'entrée du parc de la Colombière. Nous voilà arrivés au parc de la Colombière après avoir marché 1500 mètres. On a traversé les grilles de 1843 et c'est Junon qui nous accueille. Statue du XVIIIe siècle, mais ce n'est pas l'original. L'original est au musée des Beaux-Arts. C'est Bazin qui s'est ému de voir une statue de cette nature-là à l'air libre dans le parc. En 1649, lorsque le prince de Condé, dit le Grand Condé, qui avait une carrière militaire assez importante, achète le site, il est en friche. Son propos initial, c'était de faire un jardin à la française qui était prolongé par une belle perspective sur le château qu'il projetait de se faire construire. Il n'a pas réalisé son projet parce que des événements politiques auxquels il était mêlé ne lui ont pas permis. C'est plutôt son fils qui va reprendre le projet et dans les années 1670, il va faire aménager ce parc dont le tracé actuel est à peu près conforme au tracé d'origine. On a donc le point central avec 16 allées rayonnantes reliées par une allée octogonale. Le prince de Condé va en laisser la libre disposition aux Dijonnais à partir de 1672. À la Révolution française, le parc il est vendu comme bien national. Et la ville de Dijon va pouvoir l'acquérir dans les années 1800. En 1811, on modifie un petit peu le plan puisqu'on va lui adjoindre une voie elliptique parce qu'en effet, le préfet d'alors, le préfet Lecoulteux, envisageait d'y créer des courses hippiques. Le projet ne s'est jamais fait, par contre le chemin subsiste. Ça rejoint aussi une conception des jardins au début du 19e siècle où on préfère les lignes courbes, sinueuses. On ne veut rien qui puisse choquer le regard. On veut plutôt des lignes extrêmement douces. On doit donner l'illusion aux promeneurs d'être en pleine nature. Quand on continue cette grande allée, on arrive sur l'Ouche. On va arriver aussi à proximité d'un cadran solaire qui est installé là depuis 1854 et qui fonctionne encore. On va passer à proximité du temple de l'amour que le chanoine Kir a fait installer en 1965. Ce temple de l'amour vient du château de Bière-les-Semures. On peut retrouver aussi la voie romaine, cette fameuse Via Agrippa, une via importante de l'Antiquité. Il est classé monument historique à partir de 1925. Il va être quelque peu délaissé dans la première moitié du XXe siècle et à partir des années 70, il va, avec la vogue écolo, naturaliste, il va retrouver un petit peu d'importance. Et la conception actuelle, c'est qu'effectivement, on laisse la biodiversité s'exprimer. Voilà, on se laisse porter par cette grande allée et on va traverser l'Ouche pour rejoindre le lieu insolite, là où il y aurait dû avoir le château que projetait le prince de Condé. Nous aboutissons à ce château qui aurait dû être beaucoup plus important. Et cette bâtisse restera en grosse ferme. Cependant, elle a quand même quelques attributs d'une demeure patricienne. Un escalier central, 2 pavillons d'angle. À la Révolution française, elle va être vendue comme bien national et durant tout le 19e siècle, différents propriétaires vont s'y succéder jusqu'en 1912 où la ville de Dijon va racheter l'ensemble, voulant éviter la construction d'immeubles plus imposants qui pourraient défigurer la perspective depuis le parc de la Colombière. Actuellement, un club équestre s'y est installé, mais ça sans doute vous le connaissez.
Nous voilà arrivés à l'issue de cette promenade. J'ai été contente de vous faire découvrir ce site et j'espère vous retrouver sur d'autres visites de Dijon, ville d'art et d'histoire.